Tu veux savoir quel est le problème le plus sous-estimé chez les coureurs aujourd'hui ? Ce ne sont pas les blessures, ce n'est pas la motivation, ni même la charge d'entraînement. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus vicieux. Quelque chose qui détruit la progression de milliers de coureurs sans même qu'ils s'en rendent compte, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, on pense que c'est être exigeant, aimer bien faire, viser haut. Mais en réalité, c'est parfois tout l'inverse. C'est ce qui te pousse à t'auto-saboter au nom de la performance. Alors si tu te demandes, est-ce que ça me concerne ? Eh bien, je vais te donner dans cet épisode 5 signes issus de la neuropsychologie qui montrent que ton mental est peut-être en train de ruiner tes performances et ton plaisir de courir. Bonne écoute! Le perfectionnisme, c'est souvent ce défaut qui fait bien. Dans les entretiens d'embauche, on en parle comme une petite manie touchante, presque un signe de sérieux. C'est même devenu un trait caricatural, un peu à la mode, que beaucoup revendiquent avec fierté. Moi, tu sais, je suis perfectionniste. Mais derrière cette image flatteuse, très peu de gens comprennent réellement ce que cela représente. Car le perfectionnisme, le vrai, n'a rien d'anodin. Il peut effectivement pousser à viser l'excellence, à progresser plus vite, mais il y a aussi le revers de la médaille. Une pression constante, une peur de l'erreur, une fatigue mentale profonde, et c'est là tout le paradoxe. Le perfectionnisme peut améliorer la performance, mais il est aussi l'une des premières causes de surcharge mentale, de découragement et même de burn-out sportif. Mais pour saisir l'origine de ce paradoxe et comprendre comment la science l'a un jour mis en lumière, il faut remonter quelques décennies en arrière de l'autre côté de l'Atlantique. Nous sommes à la fin des années 80 au Canada. Dans les couloirs de l'université de Toronto, deux jeunes psychologues, Paul Hewitt et Gordon Flett, commencent à remarquer un phénomène aussi discret qu'inquiétant. Les étudiants les plus brillants et les athlètes universitaires les plus performants sont paradoxalement ceux qui souffrent le plus psychologiquement. Hewitt et Flett observent les mêmes schémas encore et encore. Une autocritique incessante, un besoin maladif de tout contrôler et une incapacité à tolérer l'erreur. Chez certains, tout se joue autour d'une pression diffuse mais permanente, la peur de décevoir, que ce soit leurs parents, leur entraîneur, leur père ou encore eux-mêmes. Intrigués, ils décident de pousser plus loin. Et ce qu'ils s'apprêtent à découvrir va changer durablement la psychologie de la performance. En 1991, il publie une théorie qui deviendra un pilier de la psychologie moderne, le perfectionnisme multidimensionnel. Pour la première fois, on arrête de parler du perfectionnisme comme d'un simple trait de personnalité. On arrête de confondre exigence et obsession et on comprend enfin que le perfectionnisme n'est pas une seule chose, mais trois. Des standards élevés auto-imposés qui poussent à se dépasser, parfois de manière saine ou non. La peur du jugement et le besoin d'être perçu comme parfait par les autres. L'autocritique destructrice, une sorte de voix intérieure qui te répète « ce n'est pas assez bien, il faut faire mieux ». Cette distinction est fondamentale. Elle permet pour la première fois d'opposer deux réalités très différentes. Un perfectionnisme adaptatif, qui structure l'effort, développe la rigueur et nourrit l'apprentissage, et un perfectionnisme dysfonctionnel qui grignote peu à peu la confiance, amplifie le stress et finit par étouffer le plaisir. Depuis les années 90, la recherche en psychologie et neurosciences converge. Le perfectionnisme n'a rien à voir avec le goût du détail ou le petit côté maniaque, souvent glorifié dans le sport ou le monde du travail. C'est tout autre chose. On sait aujourd'hui que le perfectionnisme dysfonctionnel met le corps en mode stress bien plus facilement que la normale. Il surcharge ce qu'on appelle l'axe HPA, le trio hypothalamus, hypophyse et glande surrénale, qui pilote notre réponse au stress. Résultat, ce système s'active plus vite, plus fort et plus longtemps. Au moindre sentiment d'être évalué, le corps libère davantage de cortisol, comme si chaque situation devenait un enjeu énorme. Il y a également, chez ces personnes, une sensibilité accrue à l'erreur, notamment dans les régions cérébrales impliquées dans la détection des conflits, mais aussi une réduction du sentiment d'auto-efficacité, même chez les individus très performants, et un risque augmenté de burn-out, d'anxiété et de blessures, encore plus dans les sports d'endurance où la charge mentale est permanente.
Ce n'est donc pas un détail de personnalité, c'est un mode de fonctionnement entier qui reprogramme la façon d'apprendre, de s'entraîner, de récupérer et d'exister dans le monde du sport. Ce que Hewitt et Flett avaient pressenti il y a plus de 30 ans, c'est que le perfectionnisme n'est absolument pas une quête de perfection, c'est une peur déguisée en discipline. Une peur qui certes peut rendre talentueux, mais qui peut aussi nous rendre très malheureux. Si on faisait un classement des problèmes les plus fréquents chez les coureurs amateurs, on retrouverait évidemment la blessure, la charge d'entraînement, mais juste derrière, le perfectionnisme monterait sur le podium à chaque fois. Pourtant, personne n'en parle vraiment. Et dans le même temps, un phénomène a envahi le running amateur et a aggravé le problème, la datafication de soi. Car en quelques années, notre rapport à la course à pied est devenu une courbe, des graphiques, des pourcentages, même un simple footing, on va le mesurer, on va l'optimiser, on va le comparer. Allure, fréquence cardiaque, puissance, charge d'entraînement, segment, chaque sortie devient une évaluation, parfois même un petit examen. Alors oui, au début, ce besoin de contrôle, il rassure, mais très vite, il peut devenir une prison. Parce que le running moderne réunit toutes les conditions pour fabriquer du perfectionnisme. C'est un sport individuel, mesurable, visible et exposé en permanence. Il suffit d'une montre, d'un partage automatique pour que la moindre séance devienne un terrain de jugement par les autres, mais surtout par soi-même. Et le problème, c'est que lorsqu'on parle de perfectionnisme, on mélange tout. Comme si être perfectionniste, c'était soit une qualité, soit un défaut. Alors qu'en réalité, et encore plus dans le sport, il existe deux types de perfectionnisme. Et crois-moi, ils n'ont absolument rien à voir. Le premier, les chercheurs l'appellent le perfectionnisme adaptatif. Et bonne nouvelle, celui-là, il est sain. C'est le désir de bien faire, de progresser, de viser haut, mais avec flexibilité. Tu ajustes, tu apprends. Ce perfectionnisme-là, il construit. Et puis l'autre, le perfectionnisme dysfonctionnel, c'est celui qui pousse à tout contrôler, qui ne supporte pas l'erreur, qui te juge plus durement que n'importe quel coach. Celui qui transforme le plaisir de courir en une sorte d'obligation morale. Et ce perfectionnisme-là, il a un coût physiologique réel. La recherche montre qu'il maintient le système de stress en hyperactivation. Et derrière ce mécanisme, il y a une croyance profondément humaine. Je vaux ce que je cours. Quand ton identité se mélange à tes résultats sportifs, chaque séance un peu moyenne devient une menace et le perfectionnisme se transforme en bouclier qui finit par te blesser. Mais du coup, pourquoi certains coureurs deviennent perfectionnistes dysfonctionnels et d'autres pas ? D'où est-ce que ça vient ? D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. On ne naît pas perfectionniste, on le devient. Les chercheurs en psychologie du développement montrent que le perfectionnisme apparaît très tôt, souvent durant l'enfance ou l'adolescence. Beaucoup d'adultes perfectionnistes ont grandi dans un environnement où l'erreur était mal tolérée, où la réussite était survalorisée et où l'amour ou la fierté pouvaient leur sembler conditionnels. Et ce n'est pas forcément volontaire. Parfois, des parents très investis transmettent sans le vouloir l'idée que bien faire, c'est la norme et que l'échec doit absolument être évité. Résultat, l'enfant développe une croyance. Si je fais parfaitement, je suis en sécurité. Et derrière le perfectionnisme, il y a presque toujours une origine émotionnelle, la peur de décevoir. C'est vraiment le mécanisme central découvert par Hewitt et Flett. Le perfectionnisme est souvent un moyen de lutter contre la sensation de ne pas être assez. Chez beaucoup d'athlètes à la recherche de la performance, le sport devient alors un espace de validation. Si je cours bien, je vaux quelque chose. C'est ce qu'on appelle la fusion entre performance et valeur personnelle. Un mécanisme très répandu dans les sports individuels et hélas, profondément humain. Les études montrent d'ailleurs que les sportifs, et encore plus ceux qui font des sports individuels comme la course à pied, présentent des niveaux de perfectionnisme nettement plus élevés que la population générale. Une étude de 2022 estime même que 20 à 30% des sportifs compétitifs présentent un perfectionnisme élevé, toutes dimensions confondues. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette prévalence dans notre sport ? Tout simplement parce que la course à pied est le miroir parfait des mécanismes que le perfectionniste a appris très tôt dans sa vie. On peut bien faire ou mal faire, tout est mesurable, les progrès sont lents,
La responsabilité de la performance repose uniquement sur soi et pas sur une équipe. Les résultats des courses sont publics et accessibles à tous. Et ton identité sportive se résume à quelques chiffres. Un temps, une allure, une distance. À chaque course, tu vois immédiatement si tu as réussi ou raté ton objectif. Ce cadre hyper clair nourrit forcément un besoin de contrôle, parfois même jusqu'à l'excès. Il faut bien comprendre que le perfectionnisme n'est pas un trouble, mais il est souvent corrélé à d'autres traits, comme l'anxiété, le besoin de contrôle, le TDAH à haut potentiel compensatoire. On peut la retrouver aussi chez les personnes qui ont peur de l'abandon, ou encore chez ceux qui ont des hyper-responsabilités. Ces traits, qui trouvent leurs racines dans notre histoire, ne causent pas le perfectionnisme, mais ils rendent une personne plus vulnérable à le développer. D'ailleurs, permettez-moi de profiter de cet épisode pour remettre quelques Garmin à l'heure. Sur les réseaux sociaux, on entend de plus en plus des personnes dire que les problèmes liés à Strava seraient exagérés par les médias, voire carrément inventés par les influenceurs. Mais ceux qui pensent ça, ils oublient un point fondamental. Tout le monde ne vit pas le sport avec le même cerveau, avec la même histoire, ni les mêmes vulnérabilités. Dès l'enfance, chez certaines personnes, le sport, ça a pu être associé à de la joie, mais chez d'autres, au contraire, le PS, ça a pu être associé à de la gêne, voire même de la honte. Donc, il y en a pour qui enregistrer une séance sur Strava, c'est neutre. Pour d'autres, c'est un retour direct vers de vieux réflexes de comparaison, de critique ou d'exigence. Et la même plateforme peut donc être motivante chez certains athlètes et toxique chez d'autres, simplement parce qu'ils n'ont pas la même histoire. Dire que le problème, c'est pas Strava, c'est les gens, en fait, c'est supposer que nos propres réactions sont universelles. Et ça, en psychologie, c'est l'erreur la plus fréquente. Croire que ce qui ne nous atteint pas ne peut atteindre personne. Et si on comprend pas ça, c'est au mieux un manque d'empathie, ou au pire, l'arrogance de croire que notre manière de fonctionner, ça devrait être la norme pour tout le monde. Parenthèse refermée. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, qu'on a compris d'où vient le perfectionnisme, comment il s'installe et pourquoi il peut devenir un vrai frein pour un coureur, peut-être que tu t'interroges. Ok, mais est-ce que ça me concerne, moi ? Est-ce que je suis juste un coureur ou une coureuse exigeante ou est-ce que je suis en train de basculer du côté obscur du perfectionnisme ? Eh bien rassure-toi, on n'est pas là pour coller des étiquettes, mais il existe quand même certains signaux clairs qui sont souvent ignorés, mais qui montrent qu'un coureur est en train de glisser de l'exigence à la rigidité. Je te propose qu'on décrypte ensemble 5 signes qui peuvent révéler que ton perfectionnisme est peut-être devenu un petit frein. Le signe numéro 1, tu refuses de rater une séance. Tu as peut-être déjà eu ce genre de raisonnement. Bon, j'ai un petit rhume, j'ai mal dormi, j'ai beaucoup de travail, une douleur au genou, mais le plan dit 10 x 400 en 1/12. Donc, c'est 10 x 400 en 1/12. Et clairement, malgré le contexte, tu vas ressentir une frustration excessive si l'allure n'est pas respectée à la milliseconde près. Et ça, ce n'est plus de la discipline, c'est de la rigidité. Les perfectionnistes sportifs ont souvent ce qu'on appelle une intolérance à l'imperfection. Dans leur tête, adapter une séance, ce n'est pas ajuster, c'est échouer. Et ce biais cognitif active un cercle vicieux. Peut-être que je vais régresser, je dois respecter mon plan à la lettre, si je saute une séance, ma prépa est foutue. Donc, je cours quand même. Le problème, l'entraînement, ce n'est pas une liste de cases à cocher, c'est une adaptation biologique. Les chercheurs parlent même de performance paradoxale. Plus tu veux respecter ton plan d'entraînement à tout prix, moins ton corps est capable d'encaisser la charge. Alors oui, les champions s'entraînent énormément, mais ils ont tous un point commun. Ils savent adapter, ils savent s'écouter et ils savent annuler quand c'est nécessaire. Et ça, les perfectionnistes ont beaucoup de mal à le faire parce qu'ils confondent exigence et contrôle. Signe numéro 2, tu transformes chaque séance en un test. C'est l'un des marqueurs les plus caractéristiques du perfectionnisme en course à pied. Tu pars pour une sortie longue tranquille, mais dans ta tête, ce n'est jamais vraiment anodin. C'est une évaluation, une sorte de bulletin scolaire sur ta forme du jour et ta montre devient l'examinateur. Chez les perfectionnistes, on retrouve un biais cognitif bien documenté, l'estime de soi conditionnelle à la performance. En clair, la valeur que je m'accorde dépend de ce que je fais, pas de ce que je suis. Résultat, chaque sortie devient un moyen de prouver quelque chose. Je dois confirmer que je suis en forme, je dois valider mon allure cible, je dois rester sous tel cardio, sinon ma séance, elle est loupée.
Le problème, c'est qu'un entraînement n'est pas une performance. Et vouloir performer chaque jour va mécaniquement te faire moins bien performer le jour d'une compétition. Pourquoi ? Parce que quand tu transformes chaque séance en mini-compète, ton système nerveux s'active trop fortement. Ton cortisol augmente, la variabilité de ta fréquence cardiaque baisse, tu génères de la fatigue mentale et tes zones d'entraînement se brouillent. Résultat, tu travailles dans le mauvais régime, trop intense pour récupérer et pas assez intense pour progresser. C'est exactement ce que les chercheurs appellent l'effet de charge invisible. Donc si tu regardes ta montre toutes les 30 secondes, que tu n'acceptes pas un kilomètre plus lent, même s'il y a un gros vent de face, et que tu ressens le besoin de valider ta forme à chaque séance, tu n'es pas en train de t'entraîner, tu es en train de te tester. Et les tests répétés nuisent fortement à l'entraînement. La préparation, c'est un processus, pas un contrôle continu. Signe numéro 3, tu rumines après tes entraînements. Alors là, c'est l'un des signes les plus sous-estimés et pourtant, dans les recherches sur le perfectionnisme, c'est probablement le plus caractéristique. Il commence souvent par une petite phrase anodine. Oui, la séance était bien, mais... Et après ce mais, c'est le festival. J'aurais pu faire mieux, j'ai un kilomètre qui était un peu trop lent, j'aurais pu mieux gérer l'allure. À ce moment-là, tu n'analyses plus, tu rumines. Ce comportement est ultra documenté en psychologie du sport. C'est une boucle mentale où tu rejoues la séance encore et encore, mais uniquement pour en tirer ce qui n'a pas été parfait. Résultat, ça génère du stress, de l'anxiété et de la fatigue mentale. Et les études montrent que les athlètes sujets au perfectionnisme dit fonctionnel présentent une suractivation du cortex singulaire antérieur, la zone du cerveau sensible aux erreurs. Ça crée une attention sélective au négatif, une difficulté à débrancher les pensées de performance après l'entraînement et un risque plus élevé de burn-out et de perte de plaisir. Littéralement, leur cerveau reste en mode compétition, même sous la douche ou sous la couette, c'est obsédant. C'est pour ça que les athlètes élites travaillent la déconnexion mentale avec leurs préparateurs mentaux. Par exemple, ils fixent des moments sans sport, un soir par semaine 100% off, où ils ne parlent pas de sport et n'y pensent plus. Ils cultivent aussi d'autres centres d'intérêt, comme par exemple la musique, les jeux d'échecs ou même les jeux vidéo, et pratiquent la pleine conscience comme la méditation. Et surtout, ils évitent la suranalyse post-entraînement. Car analyser, c'est progresser, mais ruminer, c'est s'épuiser. Signe numéro 4, tu n'arrives plus à prendre du plaisir quand tu ne performes pas. C'est peut-être le signe le plus triste, parce qu'au départ, tu courais pour le plaisir. Tu courais pour souffler, pour t'évader, pour te sentir vivant. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu t'es mis à courir pour être validé. Par toi, par ta montre, par le plan, par ton entraîneur, par Strava. Le plaisir n'est plus une donnée interne, il devient conditionnel. En psychologie du sport, on appelle ça la contingence de plaisir. Ton cerveau associe la course à un chiffre, à une allure, à une performance, à une distance. Si ce chiffre est bon, ça génère du plaisir. S'il est moyen, de la frustration. Et s'il est mauvais, tu te dévalorises. La pratique perd sa dimension intrinsèque. Tu n'es plus dans le « je cours parce que j'aime ça », mais dans « je cours parce que je dois réussir ». Des méta-analyses montrent que les athlètes perfectionnistes ont une motivation extrinsèque plus forte que la moyenne, une baisse du plaisir perçu au fil des mois, un risque plus élevé de burn-out et une grande difficulté à générer de la dopamine en l'absence de résultats mesurables. Autrement dit, le cerveau apprend à ne libérer du plaisir que quand tout est parfait. Et malheureusement, un coureur qui ne prend plus de plaisir finit par ne plus progresser. Car le plaisir, c'est pas un bonus, c'est un carburant physiologique, un régulateur émotionnel, un signe qui montre que tu es dans la bonne direction. Quand le plaisir disparaît, la performance finit toujours par suivre. Signe numéro 5, ton corps t'envoie des signaux d'alerte, fatigue, blessure, perte de motivation. C'est le signe le plus physique, le plus concret, parce qu'ici, ce n'est plus ta montre qui te parle, ni ton mental, c'est ton corps. Et lui, quand il commence à essayer d'envoyer des signaux, c'est rarement par hasard. Les psychologues du sport parlent de sommation de la charge mentale. En clair, le perfectionnisme ne reste jamais uniquement dans la tête. À force de tension, de contrôle, d'auto-exigence et d'incapacité à lâcher prise, le corps se met en état d'alerte prolongé. C'est le fameux stress chronique. La récupération nerveuse ralentit, le système immunitaire se fragilise. Et quand le cerveau ne lâche jamais, le corps finit par lâcher à sa place. Tu connais peut-être cette sensation. Tu dors assez, tu manges correctement, tu t'hydrates bien, ton entraînement n'est pas si extrême et pourtant, tu te sens lourd, vidé, tendu, irritable. Ton footing facile devient pénible, ta fréquence cardiaque grimpe anormalement, ta foulée est moins fluide. C'est pas une mauvaise forme, c'est une fatigue de régulation.
Ton cerveau consomme énormément d'énergie juste pour maintenir son niveau de contrôle. Les perfectionnistes activent trop souvent le mode préfrontal, la zone du cerveau qui analyse, surveille, corrige. Résultat, ton système nerveux s'épuise avant même que ton corps ne s'épuise réellement. D'ailleurs, chez les coureurs perfectionnistes, on retrouve souvent des blessures de surcharge, des réveils nocturnes, des bouffées de chaleur, des picotements, des tensions, des micro-douleurs qui reviennent toujours, ou encore des maux de tête après les séances. Il faut bien comprendre que ton corps n'est pas ton adversaire, c'est ton indicateur le plus fiable. Et quand il commence à parler, à t'envoyer des tensions, des signaux, des blocages, c'est un message à prendre très au sérieux, car c'est lui qui aura le dernier mot, que tu le veuilles ou non. Bon, je tiens quand même à te rassurer. Le perfectionnisme n'est pas une fatalité, c'est un système de pensée et comme tous les systèmes, il peut être rééduqué. Et heureusement, beaucoup de coureurs arrivent à s'apaiser en ajustant simplement leur façon de s'entraîner, leur regard sur eux-mêmes ou en se faisant accompagner. Il existe plusieurs solutions reconnues en psychologie du sport pour aider les coureurs à rééquilibrer leur mental. Par exemple, on les aide à accepter l'idée que l'imperfection fait partie du sport et du processus. Courir, ce n'est pas performer tous les jours. Même les meilleurs ont des jours sans. C'est même le signe qu'on est humain. On doit aussi redonner de la valeur aux sensations, pas seulement aux chiffres et aux datas. Les données sont utiles, mais elles ne disent pas tout. Ils doivent aussi apprendre à adapter plutôt qu'à contrôler. C'est même l'un des points les plus importants en préparation mentale. La flexibilité est un signe de force, pas de faiblesse. Et surtout, il faut s'autoriser à du soutien extérieur. Préparateur mental, psychologue du sport, être accompagné permet souvent d'avoir un regard objectif, de dédramatiser et de retrouver du plaisir tout en évitant les excès et le jugement permanent. On ne règle pas seul un mécanisme qu'on répète depuis des années. Et demander de l'aide, ce n'est pas être faible, au contraire, c'est être courageux. Alors si tu te reconnais fortement dans un ou plusieurs signes, si tu ressens la culpabilité, l'anxiété ou si tu as l'impression que courir devient une obligation, tu n'es pas seul et tu peux être aidé. Le perfectionnisme peut être épuisant à vivre, mais il se travaille très bien avec un professionnel formé. La course à pied est censée améliorer ta santé et ta santé mentale, et en aucun cas la fragiliser. Et reconnaître qu'on a besoin de soutien, c'est souvent le premier pas vers plus de bien-être, de sérénité et paradoxalement, de bien meilleures performances sportives. Si cet épisode t'a plu, parle-en autour de toi. Et je suis sûr que t'as pensé à quelqu'un en l'écoutant et tu vois très bien de qui je parle. Alors envoie-lui l'épisode, ça peut vraiment l'aider. La semaine prochaine, on va voir les signes qui pourraient montrer que tu n'exploites pas suffisamment ton potentiel de vitesse et comment le débloquer. À très vite!